On va commencer donc avec Sophie Bernstein, qui est la chef de projet de Brain Team. On va refaire un panorama des filières de santé maladies rares et particulièrement vous présenter ce que peut être une filière de santé maladies rares sur une discipline comme la neurologie, dont vous savez bien qu'aujourd'hui elle a des liens de plus en plus étroits depuis très très longtemps avec la génétique. Donc on va faire une présentation à deux voix et je te laisse commencer, Sophie. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc on va plutôt commencer par parler réseau ce matin, réseau de prise en charge. Donc effectivement, en France, on a la chance d'avoir 3 plans nationaux dédiés aux maladies rares qui permettent de structurer et dynamiser tous les efforts de prise en charge par l'ensemble des acteurs. Actuellement, on est dans le 3e plan. Ce plan avait été porté admirablement et construit avec l'aide de Sylvie Audin, ici présente. Et ce plan est vraiment un succès en termes de déploiement opérationnel. Et les filières de santé maladies rares, elles, ont été créées dans le plan précédent, qui était le second. Elles ont été créées, labellisées par le ministère de la Santé et elles sont pilotées par la Direction générale de l'offre de soins. Alors, les filières, elles assurent la coordination de l'ensemble des centres de référence qui sont concernés par un même groupe de maladies rares et leur rôle, c'est de permettre la coordination sur le terrain des actions qui sont portées au plan maladies rares. Elles sont coordonnées par un médecin à chaque fois et au niveau opérationnel, c'est une équipe projet qui s'occupe du déploiement des actions. Il y en a 23 qui sont labellisés par le ministère lors de campagnes et les filières s'inscrivent dans un écosystème maladies rares que vous connaissez peut-être déjà qui commence à se complexifier et si on imagine un petit peu d'organiser ce panorama maladies rares aujourd'hui en France, on peut penser à 2 entrées principales, une entrée hors hôpital et puis une entrée hôpital. Au niveau hors hôpital, on connaît tous l'ensemble des acteurs de la plateforme maladies rares qui sont l'Alliance maladies rares, la Fondation maladies rares, Maladies rares Info Service, Orphanet, la FM Téléthon, Aurore 10. Et puis, par rapport à tout ce qui est hôpital, tous ces acteurs vont également s'articuler entre eux, à commencer par l'ensemble des centres maladies rares qui sont plus de 2200 aujourd'hui et qui s'articulent avec maintenant des structures coordinatrices comme les 23 filières et qui ont été rejointes dans leur rôle de coordination par les plateformes d'expertise maladies rares qui, elles, vont avoir un rôle un petit peu plus local et les plateformes outre-mer qui ont un rôle territorial. Donc aujourd'hui, ces 37 structures coordinatrices qui sont encore en cours de déploiement parce que des nouvelles plateformes d'expertise maladies rares vont arriver, doivent être des acteurs ressources pour vous dans vos territoires pour une porte d'entrée maladies rares aussi. Les missions des filières, donc, comme je le disais, ont essentiellement une mission de coordination, c'est des réseaux de réseaux pour synergiser un petit peu toute une dynamique qui est déjà bien sûr en place au niveau sanitaire sur le terrain, mais aussi médico-social et socio-éducative. 4 missions principales sont notées et sont portées à la feuille de route des filières par le ministère. Tout un axe d'amélioration des prises en charge des patients. Donc, on n'entend pas seulement la prise en charge médicale, mais aussi la prise en charge paramédicale, médico-sociale, etc. Un gros rôle de formation, de sensibilisation, d'information pour faciliter l'orientation des patients, leur parcours. Un rôle également peut-être minime, mais de coordination de la recherche. Et puis, bien sûr, une place à l'Europe avec l'arrivée des réseaux européens qui ont permis de mettre en avant l'avance française au niveau de la coordination des maladies rares. Et les réseaux européens se sont largement inspirés des filières françaises pour se structurer au départ. Au niveau neuro, en fait, si on reprend un petit peu ce qui se passe au niveau des 23 filières, on va avoir 3 filières maladies rares qui sont assez centrées sur la neuro. Donc, Brain Team avec Christophe Verny à Angers pour toutes les maladies rares à expression motrice ou cognitive du système nerveux central. Et puis 2 autres, les maladies neuromusculaires avec historiquement le professeur Jean Pouget à Marseille qui maintenant
a laissé la main à Chara Matarian, et puis pour le SLA, historiquement Claude Desnoël à Marseille aussi, qui a passé la main à Philippe Couratier à Limoges. Ces 3 filières vraiment à composante neuro rassemblent un nombre assez important de centres de référence que j'ai indiqués sur la droite de la diapo, qui couvre à peu près 12% des centres maladies rares, ce qui n'est pas rien pour la France. On doit penser également aux autres filières qui ont également une grosse composante neurologique dans leur activité. Donc, je ne peux pas ne pas citer maladies rares, déficience, G2M et dans une moindre mesure FAVA-multi. Et donc, avec ces 4 autres filières, on a un ensemble de 7 filières, on va dire, en France, qui vont couvrir presque un quart des centres maladies rares. On va parler de l'Ouest, parce qu'a priori, on est dans l'Ouest aujourd'hui. Et si on considère que l'Ouest va être tout ce qui se trouve à gauche de cette petite ligne rouge, alors moi, la ligne rouge, je ne sais pas où il est, c'est Christophe qui m'a dit, écoute, la ligne rouge, c'est facile, tout ce qui est l'Est, c'est tout ce qui est à l'Ouest de Necker. Alors, bon, moi je suis une ex-neckerienne, quand il m'a dit ça, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit c'est pas grave Sophie, tu continues, tu vas compter tes centres à l'Ouest, et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, si on représente un petit peu la répartition de l'animation des filières en France, on voit que dans l'Ouest, c'est un petit peu hétérogène, puisque à part Angers et Limoges, on est un petit peu seul. C'est vrai que la plupart des filières se situent, pour plus de la moitié, sont portées par des GH de la PHP, et puis sinon c'est plutôt dans l'Est, comme vous pouvez le voir ici. C'est pas très très grave, hein, mais j'ai essayé de représenter dans cette diapo la répartition de l'offre neurologique du coup dans l'Ouest, et vous avez ici par ville représenté le nombre total de centres qui sont à la disposition des personnes sur les territoires, et vous voyez que pour l'ensemble des 7 filières, on est à presque 150 centres qui organisent la prise en charge d'une grosse partie des maladies rares neuro. Donc je vais laisser la parole à Christophe. Avec un petit mot là-dessus, on a bien sûr sur cette diapositive associé les centres coordonnateurs constitutifs qui sont bien identifiés, qui fonctionnent, puisque vous savez qu'ils ont des financements, avec le problème qu'il faut quand même citer des centres de compétences qui n'ont aucun financement, dont certains ont une réalité, travaillent tout à fait, d'autres sont des coquilles vides, mais on peut difficilement leur reprocher vu qu'ils n'ont jamais été financés. Alors Brain Team, la particularité, contrairement aux 2 autres filières dont on a parlé, qui sont, je dirais, relativement monothématiques en termes de pathologie, c'est notre diversité. Je ne vais pas dire qu'on est un peu la filière fourre-tout, mais tout ce qui n'est pas neuromusculaire et motoneurone est dans Brain Team. C'est une grande richesse. Parfois, c'est une complexité. Et pour l'animateur de filière que je suis, l'idée de trouver des projets transversaux, de soutenir, d'accompagner des projets transversaux, je ne vais pas me substituer à un centre de référence unique. Voilà, donc on a des maladies inflammatoires auto-immunes, avec par exemple toutes les interrogations qui s'est posées autour de ces maladies avec le Covid, la vaccination, des maladies motrices. On atteint aussi les pathologies vasculaires, et vous savez qu'en neurologie, le neurovasculaire est un pan qui s'est énormément développé. Des maladies de la substance blanche. On va jusqu'aux troubles du sommeil avec les hypersomnies, les narcolepsies. Toute la question des atteintes cognitives, parfois associées aux troubles moteurs. On va parler de la maladie de Huntington. Donc cette grande diversité, mais qui fait aussi notre richesse. Alors voici les centres qui ont été labellisés. Je vous laisse les lire. Vous en connaissez probablement un certain nombre, peut-être pas tous. L'occasion déjà de vous dire qu'on a un site internet qui est très bien fait, on a des réseaux sociaux. L'information sur Brain Team et par Brain Team de nos centres de référence se trouve assez facilement sur la toile et avec une mise à jour qui est faite régulièrement. C'est l'avantage d'avoir une équipe projet. Donc la filière Brain Team, vous voyez qu'en termes de centres coordonnateurs, c'est beaucoup Paris, la PHP, en toute légitimité. La Salpêtrière, qui quelque part pour les neurologues est un peu notre maison à tous. Les centres, si on ajoute les centres constitutifs au centre coordonnateur, vous voyez qu'on rajoute sur le Grand Ouest Angers et Bordeaux avec Cyril qui est présent. On a aussi des collègues à Toulouse. Et puis on a été pilote. Ce n'était pas prévu dans les labellisations, mais on est une des seules filières qui a un centre de rééducation fonctionnelle associé comme centre de référence pour mener une réflexion et aussi une recherche sur la rééducation de nos patients.
Voilà les centres de compétences. Donc on pourrait dire là qu'on a un maillage du territoire assez satisfaisant, mais vous savez que c'est la grande faiblesse des plans maladies rares, ce non-financement des centres de compétences. On en parle comme un serpent de mer depuis très longtemps. Avec certains, on discutait hier soir. Peut-être, vous savez que la nouvelle circulaire frontière qui vient de paraître, qui permet de requalifier beaucoup d'activités en hôpital de jour. Et ça, je pense que comme généticien, il faut vraiment que vous vous saisissiez de cela. Vous êtes peut-être un peu plus loin que des gens comme moi qui ont un service avec beaucoup de lits à faire tourner. Sachez qu'aujourd'hui, transformer une chaise comme ça, peut-être, un lit d'hôpital de jour, vous multipliez par 10 ce que vous générez. Donc, ça fait des marges de négociation pour avoir des collaborateurs. Ça mérite d'y penser pour les centres de compétences particulièrement. Voilà, on couvre l'enfant, l'adulte. Il y a quand même 49 centres hospitaliers en France qui ont une antenne rattachée à Brain Team. Alors, voilà, en reprenant notre ligne maginale de l'ouest de Necker, les centres de compétences, les centres constitutifs ou coordonnateurs qui sont en bleu, donc par rapport à Brain Team. Voilà, alors Brain Team, c'est bien sûr les centres de référence coordonnateurs, les centres constitutifs, les centres de compétences. Plus de 500 maladies rares sont aujourd'hui rattachées à Brain Team. Vous connaissez aussi bien que moi la valeur toute relative de ces chiffres qui sont vraiment à la louche. Les 32 000 patients, là aussi, je pense que c'est vraiment des ordres de grandeur. Par contre, une des premières missions qu'on s'est données, c'est de fédérer nos associations de patients. Je remercie d'ailleurs Cyril qui est là, qui a fait un gros travail par rapport à ça. Peut-être un des premiers succès de Brain Team, ça a été de faire en sorte que certaines associations de patients qui ne se parlaient plus, voire se détestaient depuis 10 ou 15 ans, se sont mis à travailler ensemble. Et on a un véritable collectif associatif dans Brain Team, et ça marche. On est en collaboration avec 122 laboratoires et c'est vrai qu'on avait quand même une offre que vous connaissez bien en génétique qui est liée à l'histoire, aux intérêts, aux volontés de médecins dans beaucoup de CHU et il y avait, voilà, on a essayé de participer au moins à la cartographie de tout cela. Je vais quand même m'arrêter sur les deux chefs de projet, Sophie et son adjointe Bénédicte qui est là, et également l'équipe mission. C'est vrai que si Brain Team fait des choses, c'est parce que c'est pas moi qui les fais et c'est l'équipe que j'ai le plaisir de coordonner. On est en lien également et beaucoup, et c'est une particularité de Brain Team, avec toute l'action médico-sociale, avec les CNSA, avec les équipes relais handicap rares. Et ça a été une volonté importante de notre filière, on en reparlera, de combler ce fossé entre le sanitaire et le médico-social qui existe malheureusement depuis très longtemps en France. Alors je vais essayer de vous montrer un peu quelles sont les actions pour que ce soit un peu incarné ce que peut être Brain Team et ce que l'on peut faire. L'accompagnement à la rédaction des PNDS, on peut penser ce que l'on veut des PNDS. Je vous rappelle que ça va probablement être un facteur bloquant lors de la prochaine relabellisation. Donc si vous aspirez à renouveler ou à avoir un centre de référence, le PNDS et comme par exemple un programme d'éducation thérapeutique sont probablement des critères qui seront bloquants. La filière apporte un soutien et une aide à la mise en place. On met également les outils des RCP à disposition. Je vais détailler un peu plus tard en vous disant un mot du plan France Médecine Génomique 2025 et comment la filière s'engage. Je ne cite pas tout, mais les cartes d'urgence, c'est une chose qui nous est beaucoup demandée par les patients, par les familles. C'est un projet sur lequel on a pris du retard. Le Covid nous a fait prendre du retard, mais on travaille, on va proposer des outils pour que vous puissiez générer des cartes d'urgence adaptées aux patients suivis dans les centres maladies rares. Voilà, je n'ai pas le temps de tout détailler. Formation, information, on participe à des colloques avec les établissements de soutien médico-sociaux. Les programmes d'éducation thérapeutique, nous avons actuellement 7 programmes validés, 8 à venir. La filière a été impliquée dans le soutien des équipes qui avaient envie de se lancer. On a des propositions de formation pour les paramédicaux. Actuellement, il y a des tutoriels pour les kinés qui ont à prendre en charge des patients, par exemple, ayant une ataxie spinocérébelleuse, ayant une paraparésie spastique, ayant une maladie de Huntington. Voilà. Nous avons un site avec des vidéos, avec toute une série d'interventions disponibles. Quand on travaille avec des CHU
envoyer des gens à des congrès, comme aujourd'hui, c'est relativement facile. Quand vous parlez à une maison d'accueil spécialisée, à un foyer d'accueil médicalisé, envoyer 2 professionnels pour 2 jours se former, par rapport à la masse salariale, c'est très compliqué. Donc on met du contenu disponible sur Internet, ça sera le cas d'une partie de ce qui va se passer aujourd'hui. Nous travaillons aussi pour développer des diplômes universitaires, des diplômes interuniversitaires sur les maladies rares. Vous voyez l'offre à travers les filières régulièrement se compléter, et on va travailler au niveau, j'ai échangé avec Sylvie, avec Cyril, avec les collègues de Paris, par exemple sur un DU qui s'orienterait sur les thématiques médico-sociales des maladies rares, et je sais qu'il y a d'autres idées actuellement qui sont en cours sur ces DU, nous allons les soutenir. Nous avons également un partenariat avec la médecine générale, parce que c'est très important d'arriver à informer. Une des missions des filières était de sortir de la constatation que les presque 400 centres maladies rares étaient illisibles pour les médecins généralistes, en se disant, est-ce qu'avec 23 filières relativement thématisées autour des grandes pathologies, on arrivera peut-être à faire une porte d'entrée un peu plus facile. Bon, coordonner la recherche, c'est un peu compliqué quand on a les pointures que j'ai en recherche reconnues internationalement dans leur domaine. C'est vrai que souvent c'est un peu compliqué pour moi, mais il y a un domaine par exemple des sciences humaines et sociales où là la filière essaye d'apporter une aide. Et puis les ERN, c'est Alexandra Dur qui a la gentillesse de représenter la filière au niveau européen. Voilà, vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Alors, je vais parler sous le contrôle de Christelle qui est présente, mais le plan France Médecine Génomique 2025 est passé par les filières. On a demandé à chaque filière un peu de proposer quel serait le modèle pour accéder à ces plateformes de séquençage, Sequoia, Oragen, comment on proposait les choses. Et de proposer les premières préindications, vous savez, qui, elles, ne sont pas payantes pour nos institutions. Et donc, on a travaillé avec l'équipe, avec nous, les centres. Et la proposition qu'on a faite au niveau de Brain Team, c'est d'avoir 6 RCP interrégionales que vous voyez ici et qui proposent, au niveau de nos préindications, de faire la porte d'entrée et de sortie pour valider les ADN qui vont partir en génome sur les plateformes. Voilà, donc quel est le circuit pour cela? Eh bien, c'est passé par les RCP, donc il y en a 6. Concernant le Grand Ouest, eh bien, il y a celle de Cyril à Bordeaux, la mienne à Angers. Voilà, on a de plus en plus les villes et les CHU du territoire de santé qui se connectent, qui présentent leurs dossiers. Et encore une fois, là où ça marche, c'est que on n'est pas tout seul. Si on laisse uniquement les médecins devoir tout faire, c'est très compliqué. On a des assistants de prescription qui sont arrivés dans les hôpitaux, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider dans cette paperasse qui effectivement est très rebutante en première intention, mais on a des personnes qui peuvent venir vous aider. Et nous réfléchissons aux différentes préindications. Pour le moment, on en a 6 qui ont été validées, les ataxies, les leucodystrophies, les paraparésies spastiques, dystonie et pathologie du mouvement, les maladies neurodégénératives du sujet jeune et les accumulations intracérébrales de fer. Nous discutons pour avoir des extensions actuellement aux maladies rares cérébrovasculaires de l'enfant et de l'adulte, CUG, Chabria et le Cervco, et également au niveau des démences rares et précoces. Voilà, donc là je vous remets les références pour le Grand Ouest donc, et pour toute la France, et voilà, vous retrouvez ici donc, le fonctionnement. Dire là où ça marche, c'est que nous sommes passés d'une RCP mensuelle à Angers déjà à 2 RCP mensuels parce que nous n'arrivions plus à passer tous les dossiers qui étaient soumis. Voilà, et je vais redonner la parole pour terminer à Sophie. Donc là, Christophe vous a présenté les RCP Brain Team. Bien sûr, les autres filières qui prennent en charge une partie de la neurologie
également propose des RCP. Je vous ai remis sur la gauche de la diapositive le nombre de RCP qu'elles m'ont déclaré. Ça peut aller jusqu'à 10 RCP. Il y a certaines RCP qui peuvent être communes aussi entre plusieurs filières. Ça va être des RCP qui vont avoir plusieurs périmètres. Elles peuvent être nationales, régionales, organisées nord-sud. Enfin, c'est vraiment propre à chaque filière. Et j'ai remis sur la droite de la diapositive quelques noms de RCP que vous pourrez retrouver sur chacun des sites des filières qui les organisent. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez solliciter en termes de ressources auprès des acteurs territoriaux. On va s'extraire un petit peu de la génétique et je vais vous présenter ce qui se passe au niveau d'un autre aspect de la prise en charge. Et on va prendre pour exemple l'éducation thérapeutique du patient, le TP, en faisant un petit focus sur ce qui se passe dans l'Ouest du côté de Brain Team. Donc, encore une fois, nous, on a une page dédiée à tout ce qui est ETP sur le site de la filière. N'hésitez pas à aller consulter toutes les ressources et toutes les infos qu'on a pu y mettre. Au niveau de l'Ouest, on a l'ETP ataxie cérébelleuse qui est proposée par le CHU d'Angers, avec pour un public cible de patients ataxie cérébelleuse progressive adultes d'origine génétique et leur entourage, et avec une extension qui est en train de se construire, notamment à Paris, Strasbourg et Bordeaux. Concernant Bordeaux, c'est pas très génétique, quoique, mais un ETP qui existe depuis plusieurs années, qui est un ETP dédié au syndrome Gilles de la Tourette. Et pour cet ETP, il y a une extension également régionale qui est en cours pour Paris. Et puis à Toulouse, on a presque 4, voire maintenant 5 programmes ETP qui également sont en cours de construction et pour lesquels nous espérons proposer des dépôts de dossiers en 2022. Tout ça se retrouve bien sûr au niveau de notre site internet. Vraiment, n'hésitez pas à aller le consulter, on le met à jour régulièrement et vous trouverez toute l'information. Un autre aspect de la prise en charge, Christophe l'a évoqué, c'est le médico-social. Concernant Brain Team, on met en place vraiment un réseau national d'établissements médico-sociaux ressources qui vont avoir pour charge d'accueillir et préférentiellement, on va dire, et d'accompagner les patients pris en charge dans la filière, mais surtout d'être un relais de proximité et de ressources locales pour les autres établissements qui seraient moins experts dans la prise en charge de ces patients. Donc, c'est une grosse action qui est menée actuellement avec la chargée de mission médico-sociale et qui va être complétée au niveau on va dire, de l'apprentissage et des savoirs par, et Christophe l'a dit aussi, la proposition d'un nouveau DIU pour l'an prochain, un DIU accompagnement médico-social pour les maladies rares neurodégénératives, qui sera porté par l'Université d'Angers, et c'est en cours de discussion peut-être avec une autre université, mais en tous les cas avec un partenariat universitaire, on est sûr, pour Rennes, Bordeaux et éventuellement également d'autres universités. C'est en cours de négociation, avec un public pressenti vraiment autour des acteurs du sanitaire, du médico-social et des associations. Voilà, petit focus sur un petit événement qui nous est arrivé cette année, pour lequel vous avez peut-être pu voir des petites choses passer dans la presse ou dans les réseaux. C'est le projet Caromaran, où Brain Team a été lauréat du prix de l'innovation sociale qui a été financé par la Fondation Groupama concernant une petite solution nouvelle génération de communication et de stimulation pour les patients atteints de maladies rares neurodégénératives, avec un petit robot et une petite tablette. Voilà. Je terminerai juste par un panorama des outils filières, cette fois-ci, que vous pouvez retrouver, qui peuvent vous aider aussi à organiser votre prise en charge. Nous avons un site internet qui est dédié à la transition enfant-adulte, avec un livret qui parcourt et qui réexplique les 5 dimensions de la transition. Le site ETP Maladies Rares, également interfilière. Une infographie en ligne qui recense tous les outils, ressources pour les professionnels et aussi pour les patients sur le parcours de vie pour un patient maladie rare. Le livret des filières de santé maladies rares, tout ça se trouve en ligne. Et puis, il va bientôt arriver une brochure concernant le séquençage du génome qui est dédié aux patients. Qu'est-ce que c'est que le séquençage? Pourquoi on va me séquencer, entre guillemets, et ça sert à quoi? Et puis, on espère dans les prochaines semaines un nouveau site interfilière qui sera, on espère, une porte d'entrée un petit peu plus fluide pour pouvoir accéder à l'ensemble des informations des 23 filières. Donc voilà, je laisse le mot de la fin à Christophe. Je vous remercie. Écoutez, merci Sylvie de m'avoir donné l'occasion comme ça de présenter des choses que vous connaissiez sans doute une partie, peut-être
pas tout, et on est à votre disposition si on a encore 1 ou 2 minutes, monsieur le modérateur, pour répondre à des questions. Mais autrement, vous voyez qu'il y a un stand filière, donc n'hésitez pas, Bénédicte, Sophie ou moi, à venir vers nous à la pause et nous poser des questions. On est là pour ça. Des questions, pardon. Alors, combien de dossiers vont RCP au niveau global? Alors, je ne voudrais pas spoiler la communication cet après-midi de Sacha Weber, qui a été interne chez nous et qui va justement présenter notre activité de RCP dans son topo de cet après-midi. Donc, je ne le spoile pas. Oui, Cyril. Peut-être un mot des travaux transfilières, parce que je sais que Sophie est particulièrement active. Je pense, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais il y a des modules d'éducation thérapeutique sur la prise en charge kiné, sur les auto-exercices, qui sont très bien faits dans Filnomus, sur la page. Je crois que je vous avais contacté pour vous le dire, et ça serait vachement bien de pouvoir diffuser à toutes les filières d'intérêt, en fait, ce type de petits films. Oui, on est en train de réfléchir avec Claire Evanchik de Paris sur comment essayer de rassembler toutes ces informations et toutes ces ressources qu'on a bien identifiées chez Filnemus, qui ont fait un gros travail. Et voilà. Mais on est en train de travailler dessus. C'est qu'un exemple, mais je sais que tu es très, très friand. Ouais, je vais compléter parce que la modestie de Sophie ne lui permet pas de le dire, mais elle est une des chefs de projet les plus actives au niveau de cette... groupe informel interfilière qui sont tous les chefs de projet, et c'est vrai que c'est vraiment une réussite parce qu'elles travaillent, elles font énormément de choses, et la filière Brain Team est leader dans un nombre important de thématiques en interfilière. Maintenant, je rajoute une chose, vous voyez le nombre de personnes que l'on a citées, ça veut dire, et des gens qui vont intervenir de la filière. La filière, j'allais dire, c'est vous, c'est les centres. Hein. Moi, c'est à chaque fois que la filière peut rien faire elle-même sur le plan docteur. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de médecin. Donc c'est Cyril, c'est Katia qui va parler, c'est Claire. Voilà, tous les projets qu'on a, c'est les PH de mon équipe. La filière, c'est les centres de référence et les équipes de centres de référence qui la font vivre. Sinon, la filière n'est rien.